Salut à tous, l'enregistrement que vous allez entendre est celui de la conférence de Bruce Dipensé lors de la convention Savoir Retro Game 2019 à Chambéry. Cette captation a été réalisée par Paulinette Noriae ainsi que Alix. Merci à vous deux, bonne écoute. On connaît l'histoire. Alors, en gros, aujourd'hui, il me reste à faire. Ça. En général, quand j'ai des conventions, en gros, je fais deux types de conférences. Soit des conférences dans des très grandes salles, avec plein de monde, et où du coup je parle beaucoup et il y a peu d'échanges. Soit dans des salles un peu plus raisonnables comme ça, où là, du coup, j'essaie de privilégier l'échange. Donc, je vais faire un truc qui est absolument original. C'est qu'on va faire un truc de questions-réponses. Mais vous allez vite voir qu'en fait, on a une heure. Vous allez voir qu'en une heure, si je fais pas d'effort, je réponds à deux questions. Parce que je parle beaucoup. Voilà. Et donc je vais pas attendre plus longtemps. Donc est-ce que quelqu'un a une première question? Vas-y. Tu vas tuer Tesla? Comment? T'en es où dans Tesla? Ah, Tesla. Alors, non mais c'est bien. Hein. On évacue ça tout de suite. On évacue ça tout de suite. Alors, du coup, je vais me lever parce que j'imagine qu'au fond, voilà. Bonjour. Je vais passer devant la table. Et en fait, je sais même pas pourquoi j'ai un micro. Mais bon, je vais quand même le prendre, ça va quand même être plus agréable pour les gens du fond. Merci. J'ai pas souvent l'occasion de les mettre, celle-là, donc du coup, voilà, je me suis dit, je vais passer inaperçu, c'est mon cosplay. Elle brille dans le noir. Donc, alors, Tesla, où ça en est? Alors, je vais refaire un petit topo sur Nikola Tesla. Le truc, c'est que donc, au début de ma chaîne, j'avais un tableau dans le fond, qui était un portrait de Tesla, qui avait rien à voir avec ma chaîne. D'ailleurs, c'était un pote artiste avec qui j'avais demandé, il m'avait dit, tu voudrais que je fasse un portrait de quelqu'un? Je lui ai dit, voilà, putain, Nikola Tesla. Et je lui avais laissé carte blanche. Je lui avais dit, tu te démerdes pour savoir qui c'est, tu te démerdes pour savoir ce qu'il a fait, et tu fais le tableau que tu veux. Et il avait fait un super truc. C'est un gars qui, par ailleurs, faisait souvent des portraits, soit de sportifs, genre souvent de NBA, avec beaucoup de jeux d'ombre et de lumière, ou alors de rappeurs. Donc pour le coup, ça changeait. Et voilà. Et en fait, je trouvais tellement beau ce tableau qu'il était dans mon bureau, et il s'est retrouvé naturellement dans mon décor. C'est-à-dire, je ne l'ai pas mis en place en disant tiens, ça va faire un bon décor. C'était sa place quoi, dans mon bureau. Et assez naturellement, on m'a vite dit mais alors, mais Tesla, t'aimes bien? Je dis ah, Tesla, j'adore. Pour moi, c'est un personnage qui est incroyable. C'est pas un scientifique, Tesla, hein, faut être clair. Même d'ailleurs, niveau purement scientifique, le mec n'était pas. Comment dire? C'est-à-dire que quand Einstein est venu avec sa relativité restreinte, Tesla a dit ouais, c'est un peu naze quand même ce truc, ça tient pas la route une seconde. Voilà, personne n'est parfait. Mais par contre, pour moi, c'est l'inventeur qui a le plus compté dans l'histoire moderne. Je vais pas remonter, mais en tout cas, pour moi, c'est lui qui a dessiné le XXe siècle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, déjà, il n'y a pas un appareil électrique qui existerait aujourd'hui sans lui. Et c'est-à-dire que le mec a inventé la télécommande, c'est-à-dire qu'il a inventé le fait de commander avec des ondes. En 1897 ou 99, je ne sais plus, donc pour situer en 1897, on a découvert l'électron. Pour situer les gens où on en était à peu près, c'est-à-dire qu'à l'époque, on n'était pas sûr que les atomes existaient. Hein. Et le gars, en 1899, il me semble, il va à une grande expo à New York où il veut présenter justement des trucs sur l'électricité. Et donc pour son expo, ce qu'il fait, c'est qu'il fait construire un grand aquarium. Dans cet aquarium, il fabrique un sous-marin, ce qui n'existait pas du tout à l'époque, radio-guidé. Tada! Donc les gens ont hurlé à la magie noire, hein, évidemment. Mais voilà, le gars, c'était d'un point de vue présentation, c'était un peu un Steve Jobs. D'un point de vue communication, pas du tout. C'est ce qui fait qu'il a été longtemps oublié avant justement qu'Internet arrive. C'est que le gars n'avait pas du tout fait école, il communiquait très peu sur ce qu'il faisait, il n'avait pas de disciples, il n'avait pas de. C'est-à-dire qu'il vivait en ermite complet. Et j'adore ce personnage. Et j'adore notamment toute la relation qu'il a eue avec Thomas Edison. Voilà. Et toujours est-il que donc, on me parlait beaucoup de Tesla, et quand j'ai fait Vulgarisator, la conférence Vulgarisator à Lyon, il y en a qui y étaient ou pas? Parce que comme c'est pas très loin, donc non. En fait, c'était la première fois qu'on faisait des conférences avec des youtubeurs vulgarisateurs, et les organisateurs ont été complètement dépassés par le truc. C'est-à-dire que la salle faisait 450 places, il y a 1500 personnes qui se sont pointées. C'était entrée libre.
1500. Et en fait, ce qui se passe, comme il faisait beau, on avait mis les tables de dédicaces, on les avait mises dehors, dans la rue, et on signait les dédicaces pendant qu'il y en avait un qui faisait les conférences, on n'arrêtait pas de tourner, c'était un bordel sans nom, mais c'était très très sympa. Et pendant cette conférence, on m'a posé la question de Tesla, et j'avais dit oui, d'ici quelques semaines, je vais faire un la preuve par vieux sur Tesla. Voilà. Quelle erreur. Et après, le truc, c'est qu'on me l'a tellement demandé, et ça a tellement mis de temps à venir, que je me suis hypé. Je me suis dit, bon, ça met du temps à venir, mais ça va être un truc bien. Ce qu'il faut jamais dire. J'ai fait toutes les erreurs, je les ai faites avec Tesla. Annoncer la sortie d'une vidéo qui n'était même pas prévue, jamais faire ça. D'une manière générale, voilà, si vous avez une chaîne YouTube, n'annoncez pas de vidéo tant que la vidéo n'est pas uploadée sur votre chaîne. Même si vous la sortez 3 semaines après, on s'en fout, ne le faites pas. Ensuite, j'ai dit, ouais, non, ça va être un truc énorme et tout, donc j'ai créé des attentes de malade. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je me retrouve dans cette situation où je suis un peu con, en fait, où j'ai une série sur Tesla qui est écrite. Il reste encore quelques dialogués à faire, mais c'est-à-dire que le principe, voilà, donc c'est une série en 5 épisodes, peut-être 6 si le dernier je le coupe en 2 morceaux, je sais pas encore, voilà. De toute façon, comme c'est pas tourné, voilà. Et j'estime que le budget de tournage de cette série devrait avoisiner les 400 000 euros. Donc comment vous dire que ça va pas se faire tout de suite. Voilà. Pour vous donner, parce que je veux pas spoiler non plus, mais pour vous donner une idée, j'ai besoin pour une scène de tourner au chute du Niagara sans touristes. Voilà. Parce que la première centrale hydroélectrique donc qui a été qui a été conçue par Nikola Tesla, c'était au chute du Niagara. C'est là où il a complètement enterré le courant continu. Sur le courant continu, à l'époque, c'était Thomas Edison qui faisait des centrales à courant continu. Le problème du courant continu, c'est qu'au-delà d'1 kilomètre, il n'y a plus d'intensité. Ça se perd complètement. Donc Edison, lui, son projet, c'était de mettre des centrales tous les kilomètres. Le problème, c'est que ces centrales prenaient très souvent feu. Donc c'était un bordel. C'est-à-dire que les gens n'ont pas du tout cette notion, mais autour de 1900 à New York, dans les rues, il y avait des centaines de câbles qui passaient au-dessus des têtes des gens de partout pour alimenter, genre les lampadaires, quoi. Et Tesla, il a dit, ouais, c'est de la merde ton truc. Et Edison, pour montrer que le courant alternatif c'était hyper dangereux, ce qu'il faisait, c'est qu'il organisait, parce que Edison, pour le coup, c'est un très bon communicant, il organisait des événements où il faisait venir les gens dans la rue à côté de Central Park, il amenait un éléphant. Et il l'électrocutait au courant alternatif pour montrer, regardez, c'est hyper dangereux ce qu'il propose. Donc le mec, il butait des éléphants juste pour montrer. Imaginez aujourd'hui, le gars qui veut dire, non, non, mais attendez, la techno, les moteurs à hydrogène, c'est pas bien, regardez, on va faire sauter un éléphant. Vous voyez bien que c'est de la merde, hein? Hein? Le mec, il finirait en taux, là. Mais à l'époque, c'était normal. À l'époque, bon, c'était un éléphant, quoi. Et qu'est-ce que je dis? Oui, et donc Nikola Tesla, pour montrer que c'était pas du tout dangereux, il avait fait venir des journalistes dans son labo, dans lequel il avait un transformateur, donc Tesla, qui faisait péter des éclairs de partout. Et donc Tesla, lui, se promenait dans son labo avec des éclairs dans tous les sens, en tenant un néon dans la main qui était branché à rien, mais qui était allumé, en disant, bah, je sais pas ce qu'il a, Edison, ça marche très bien, ton truc. Voilà, et donc tout ça, j'ai envie de le raconter, mais voilà, ce serait une grosse... Et vraisemblablement, si un jour ça se fera sans doute pas sur ma chaîne YouTube. Parce que les mecs qui mettront le pognon pour que ça se fasse, ils vont vouloir un tout petit peu de rentabilité, et si je leur dis, bah attendez, 6 épisodes sur YouTube, ça va vous rapporter 300 euros. Le premier mois. Mais après, sur un an, on peut imaginer que ça va rapporter 50 ou 60 euros en plus. Hein, ça, c'est les gens qui me demandent souvent si avec Arel 3, je me suis remboursé. Je dis, ouais, j'ai remboursé le café. Le café, peut-être aussi les granolas. Je crois que j'avais fait le calcul, il faudrait que je le refasse, mais à l'époque, j'avais fait le calcul, donc il y a quelques mois, tout Arel 3, en comptant les pubs, en comptant aussi les messages typiques qui étaient spécifiques à Arel 3, ça a rapporté 1100 et quelques euros. Pour un budget de 65 000 euros, voilà. Les gens qui disent, ouais, tu fais ça pour l'argent, je dis, putain, je suis vraiment mauvais alors. Et voilà, donc Tesla, c'est pas tout de suite. Mais cela dit, maintenant, il y a plein de belles vidéos sur Tesla. Notamment, je me rappelle, c'était à l'époque, c'était Poisson Fécond, qui m'avait envoyé un message pour me dire, écoute, je suis en train de préparer une vidéo sur Tesla, je voudrais savoir si ça te fait pas chier.
non. Mec, c'est gentil de... Mais non, je veux dire, il m'appartient pas Tesla, hein. Je veux dire, il y a des gens qui ont envie de parler de Tesla. Et pour le coup, sa vidéo, je dois reconnaître qu'en plus, il y avait quasiment rien de faux. Ce qui concernant Tesla est assez fort. Parce qu'il faut savoir, c'est un truc, c'est que quand vous lisez, si vous lisez même l'autobiographie de Tesla, le mec, il l'a écrit lui-même, hein, il l'a écrit lui-même, par moment on se dit, t'es sûr? T'es sûr que c'est ça qui s'est passé? Vraiment? Parce que bon, le gars, il raconte un peu sa vie quand même. Hein. Voilà, donc tout ça pour Tesla. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je peux partir 2 heures sur Tesla. Hein, tellement d'histoires folles. Tesla, et pour le coup, c'est une histoire vraie qu'à la fin, il était plus ou moins, il avait un amour platonique pour un pigeon. Et il a fait une grave dépression quand ce pigeon est mort. La fin de sa vie, c'était particulier. Ce qui fait que les gens se disaient, bon, bah, il est aux fraises, quoi, c'est terminé. Sauf que quand il est décédé, il y a quand même des mecs du FBI qui sont venus pour vider pas son appartement, mais sa chambre qu'il avait au New Yorker, qui est un hôtel à New York, pour récupérer tous les documents. Tous les documents ont été classés secret défense au cas où. Et depuis, de temps en temps, il y a des documents qui sont déclassifiés, il y en a d'autres qui sont reprolongés parce que... Et notamment, on s'est rendu compte, là maintenant je vais faire un tout petit peu d'histoire, à l'époque de Reagan, il y a un projet qui avait un nom fabuleux, qui correspondait pas du tout à ce que c'était, c'est le projet Star Wars. C'est Reagan, en fait, il voulait qu'il y ait des armes, des trucs militaires dans l'espace, des satellites militaires, en fait, pour être capable d'aller attaquer la Russie au cas où. Et on s'est rendu compte, une fois qu'on a déclassifié pas mal de documents de Nikola Tesla, que bah, les armes en question étaient pas mal basées sur des plans de Nikola Tesla, ce qui a encore encouragé cette idée de Nikola Tesla, le savant fou qui avait fabriqué le rayon de la mort, qui pouvait tuer tout le monde et tout, ce qui est faux. C'était un savant fou qui a fabriqué un rayon de la mort, mais qui ne pouvait pas tuer tout le monde. Lui, il annonçait qu'il pouvait vaporiser, prendre avec des pincettes, hein, ça c'est, hein, qu'il pouvait vaporiser un tank à 80 km. C'est pas mal déjà. Je peux pas tuer tout le monde, mais bon, je peux vaporiser. Le mec, ils sont à 80 km, il voit rien venir. T'es sûr, c'est tout droit, ouais. Il est passé où Et la particularité donc, de Nikola Tesla, c'est que c'est le seul être humain ayant réellement existé à avoir été un des ennemis de Superman dans le comics, avec Hitler. Beau palmarès. Voilà, et j'arrête pour Tesla. Non, parlons d'Hitler maintenant. Alors. Non mais, vous savez quoi, parlons d'Hitler. Parce que j'ai entendu un truc hier au sujet d'Hitler. Vous savez qu'il y a toujours eu une histoire de est-ce qu'Hitler est vraiment mort dans son bunker, est-ce qu'il s'est pas barré en Amérique du Sud, il y a toute une histoire là-dessus. Et en fait, ce que je savais pas, c'est que c'est une histoire qui a été véhiculée par Staline. En fait, c'est les Russes qui ont découvert le bunker d'Hitler. Et ils ont emmené l'assistante du dentiste d'Hitler, parce que le corps était cramé. Alors l'histoire veut que Hitler, quand il s'est suicidé, avant de se suicider, parce qu'après il n'a rien dit, mais avant de se suicider, il a dit au fait, vous cramerez nos corps parce que j'ai pas envie que, comme Mussolini, qu'on soit exposé, que les gens nous balancent des tomates ou je sais pas quoi, donc vous cramerez tout. Et donc ils ont emmené l'assistante du dentiste d'Hitler, puisque les dents ne prennent pas au feu. Et l'assistante, donc à partir du dossier d'Hitler qui était ultra bien, du dossier dentaire d'Hitler qui était ultra bien documenté, comme tous les dossiers allemands à l'époque, ils ont pu établir que oui, bon, c'est bien la dentition d'Hitler, il a bien des dents de végétarien, il a bien ici une fêlure de machin, ici une usure de je sais pas quoi. Donc voilà, c'était ses dents. Et Staline s'est dit, nos alliés, on va leur laisser entendre qu'on ne sait pas trop. Ça va les occuper un peu. Et donc il a véhiculé cette rumeur comme quoi ce serait peut-être pas Hitler, peut-être qu'il serait parti, etc. Et il y a quelques mois ou quelques années maximum, je crois qu'il y a moins d'1 an, il y a un gars dont la spécialité c'est d'étudier justement des ossements, etc., qui a eu accès au reste d'Hitler et à son dossier dentaire,
et qui a pu établir que c'était bien lui. Donc voilà. Donc, comment il s'appelle ce film magnifique là, Iron Sky 2. C'est pas possible. Il y en a qui l'ont vu Iron Sky 2 ou pas? C'est une merveille ou pas? C'est une merveille. Alors Iron Sky, en fait, le principe d'Iron Sky, c'est que les nazis sont toujours actifs sur la face cachée de la Lune. Et l'image qui terminait le teaser d'Iron Sky, c'est complètement con comme film, hein, j'annonce. Et l'image qui terminait le teaser d'Iron Sky 2, c'était Hitler sur un T-Rex. C'est des films qu'il faut voir. Faut les regarder en étant un peu détendu, on va pas se mentir. Mais c'est des films qu'il faut voir. Voilà. Donc ça clôture le chapitre Hitler. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Du coup, on parlait de la dentition. Est-ce que tu as dit avant c'était bien documenté en Allemagne? Du coup, maintenant c'est moins documenté? Non, je pense qu'en Allemagne c'est toujours aussi bien documenté, mais c'est vrai que ça a été un truc qui a quand même frappé beaucoup les esprits. Le fait que c'est ce qui nous a permis d'ailleurs de comprendre tout ce qu'ils avaient fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, que ce soit au niveau des camps, des déportations, que ce soit au niveau de tout ce qu'ils ont envoyé en Russie, parce qu'en fait ils documentaient absolument tout. Mais c'est-à-dire que c'est flippant, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas bouger un trombone sans que ce soit noté quelque part. Oui, Jean-Michel, il a pris un trombone aujourd'hui, il l'a déplacé dans le bureau 47. On bouge des chaises. Ils ont des chariots à chaises ici. Et là, pour le coup, moi, c'est un truc que m'avait raconté mon grand-père qui était dans l'armée, lui, en France. Il m'avait dit à l'époque, quand les Américains sont arrivés, donc en France, quand vous aviez une arme, quand vous étiez militaire, vous aviez une arme, les balles étaient enregistrées. Ça veut dire que vous alliez prendre 10 cartouches à l'armurerie, vous en rameniez 3, et vous dites ouais, t'as utilisé cette cartouche, etc. Quand les Américains sont arrivés, un jour il y en avait un qui avait un flingue de je sais pas quoi, il a dit c'est quoi ce flingue? Il dit tiens, il lui a donné le flingue. Sauf que les Américains ils notaient pas pareil quoi. Tu veux des balles? Tiens, il y a un saut de balles, voilà. Fuck yeah. Et voilà, alors que les Allemands pour le coup ils notaient tous, dire c'est hyper intéressant. Bon, après, quand on s'intéresse à l'histoire, c'est hyper intéressant de voir justement tous ces documents où on voit, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette idée-là que les Allemands, ils étaient super froids par rapport à ça. Et c'est pas une histoire de froideur, c'est pas les mecs, c'était pas des robots non plus. Hein. Mais c'est moi qui maintenant ai quitté Paris et suis revenu à Strasbourg, je la vois bien la mentalité allemande. Quand vous avez deux voies sur la route. Il y en a une qui va tout droit. Une qui tourne à droite. Vous voulez tourner à droite. Il y a déjà 15 bagnoles devant le feu rouge pour tourner à droite, et il n'y a personne pour aller tout droit. Mais vous savez qu'à droite, il y a deux voies. Bon, n'importe qui, raisonnablement, va sur la voie de gauche, à la fin fait « Oh non !» Mais son clignotant tourne à droite sans gêner personne, puisqu'il y a deux voies. Non. Strasbourg, voie de droite. Et on attend 14 minutes. C'est une mentalité. C'est une mentalité. Voilà. Après, je ne veux pas généraliser, mais il y a vraiment cette mentalité de... Mais comme il y a des mentalités aussi au Japon, si vous prenez le métro au Japon, vous allez dire mais en fait, ça marche bien quand les gens ne se tapent pas dessus. Ah, donc vous laissez les gens qui sortent sortir avant de rentrer? Mais c'est pas con, ça fait plus de place dedans en plus. Question, ouais. Est-ce que le vide existe vraiment? Alors, juste, je note quand même que quand il a levé la main, parce qu'il est en Jedi, il n'a pas levé la main, il a fait comme ça. C'est limite, ça m'a fait. Est-ce que le vide existe vraiment? Tout dépend ce qu'on appelle vide. La réponse courte, c'est non. La réponse courte, c'est non. D'ailleurs, c'est Étienne Klein qui adore les jeux de mots. À noter qu'il existe 3 façons de parler du vide en français. Il y a le néant, il y a le vide et il y a le rien. Ce qui fait néant, vide, rien. En général, il claque le micro et se casse. Alors, le vide, ça n'existe pas parce qu'a priori, il y a un phénomène, ce qu'on appelle donc la mouche quantique, qui est que continuellement, là où il n'y a rien,
il y a des paires de particules-antiparticules qui apparaissent et qui s'annihilent. Voilà. Là où c'est intéressant ce truc-là, c'est que au niveau des trous noirs, on a longtemps considéré que les trous noirs, il n'y avait rien qui sortait d'un trou noir. Et il y a cette fameuse histoire. Bon, ça, j'ai une vidéo qui est en préparation là-dessus. Je vous expliquerai après les prochains projets de la chaîne. Donc sur les trous noirs, où il y a donc Hawking qui a commencé à parler de l'évaporation des trous noirs. Et l'idée, c'est qu'on se dit, mais comment est-ce qu'un trou noir peut perdre quelque chose alors qu'il perd rien? Et l'idée, c'est que dans le vide, donc il y a constamment des paires de particules-antiparticules qui apparaissent. Mais si ça apparaît pile à la limite d'un trou noir, on peut avoir une des particules qui apparaît à l'extérieur du trou noir, enfin à l'extérieur de la frontière, de l'horizon des événements, et l'autre particule, donc l'antiparticule, ou l'inverse, qui apparaît à l'intérieur. Auquel cas, elles ne peuvent pas s'annihiler. Il y en a une qui tombe dans le trou noir, et puis l'autre qui part. Et donc du coup, on se retrouve avec de la matière en plus, mais avec de la matière en moins aussi dans le trou noir. C'est un peu, là je l'ai un peu vite dit, et voilà. Mais en tout cas, le vide, ça n'existe pas. Ça, c'est l'effet, ça a été prouvé, c'est l'effet Casimir. C'est l'effet Casimir. Le nom à la con quand même. Sauf que le gars, le mec, c'était son nom, il s'appelle Casimir, quoi. Et c'est l'effet Casimir, en fait, où on a vu que si on rapprochait deux plaques, vraiment, mais très 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 proches l'une de l'autre, et qu'on fait le vide, c'est-à-dire qu'il n'y a rien entre, normalement les plaques ne devraient pas bouger. Et ce qui se passe, c'est que les plaques finissent par se coller l'une à l'autre. Parce que justement, dans ces apparitions de particules-antiparticules, les particules qui apparaissent entre les deux plaques peuvent avoir que des longueurs d'onde très très courtes, parce que c'est ondulatoire en même temps, et alors que celles qui apparaissent à l'extérieur peuvent avoir des longueurs d'onde plus grandes et donc peuvent presser plus. Voilà, et j'ai vu une main se lever. Quand les particules et antiparticules apparaissent entre les particules et antiparticules. Alors, ce qui se passe, c'est qu'un espace vide, ça existe. Un espace vide, ça existe. Mais l'idée de dire qu'il existe des zones vides dans lesquelles il ne se passe rien, ça c'est faux. C'est-à-dire que même dans cet espace vide entre la particule et l'antiparticule, il peut à un moment donné apparaître quelque chose et disparaître quelque chose. Et puis la particule et l'antiparticule vont interagir, ce qui signifie vraisemblablement qu'il y a un truc qui s'échange entre les deux, qui va passer donc dans cet espace. Après là on rentre dans des considérations où l'espace veut plus dire la même chose que pour nous, le temps veut plus dire la même chose que pour nous. C'est là où les gens commencent à parler de particules virtuelles et de trucs comme ça, particules virtuelles, et qu'on décrivait le réel. Ouais non mais c'est des trucs réels. Mais pourquoi vous appelez ça virtuel alors? Parce que c'est pas réel. Mais vous êtes con ou quoi? C'est des photons qui ont une masse, mais qui n'ont pas de masse. Mais des photons comme la lumière? Alors non, puisque c'est des photons virtuels. Vous pouvez pas appeler ça autrement, du coup? Ça, c'est aussi un vrai problème. C'est un vrai problème de façon dont on appelle les choses en mécanique quantique. C'est qu'on leur donne des noms qui ne veulent pas dire ce que ça veut dire. Mais voilà, c'est pareil, ça aussi, j'ai en préparation un truc sur le bestiaire des particules. C'est comme ça que j'appelle ça, la différence entre les baryons, les fermions, les tachyons, les machins. Voilà. On va faire un bref topo de tout ça. Et voilà. Hein? L'inflaton. C'est quoi ça, l'inflaton? C'est celui qui est responsable de la grande inflation? Sans déconner? Ils ont appelé ça l'inflaton? C'est beau. Ça, vous voyez ce que c'est la grande inflation ou pas? La grande inflation, je crois que c'est un des trucs les plus grotesques qui existent, enfin qui a été imaginé, et dont on pense encore aujourd'hui que c'est vrai. Et ça n'a pas encore été complètement démontré. Il y avait une première démonstration dont on s'est rendu compte qu'en fait elle n'était pas tout à fait concluante. Le principe, c'est de dire que voilà, donc Big Bang, en gros, tout le monde voit ce que c'est. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais dire des trucs qui sont faux, mais c'est pas grave. L'idée, c'est qu'au tout début, déjà ça c'est faux, mais bon, l'univers, il faisait la taille d'un point, puis il s'est mis à grandir très vite. Et en fait, il est passé de, je crois, 1 milliard de fois plus petit qu'un électron à 1000 fois plus petit que notre univers actuel en 1 milliardième de nanoseconde. Ce qu'on appelle la grande inflation. Oui. Oui. C'était rapide et grand. Titre.
Alors je suis obligé, pardon, je vais juste faire une toute petite parenthèse que je suis obligé de dire parce que j'ai vu depuis tout à l'heure. Je veux pas ostraciser qui que ce soit, hein. Donc je vais désigner personne. Mais il y a quelqu'un ici à qui on lui a dit hey, tu devrais te cosplayer en Pokémon. Il n'a pas saisi le. Non mais. Je pense que les gens, ce qu'ils avaient en tête, c'est Pikachu, tu vois. Ah bah non, je regrette, Pokémon, c'est un jeu. Merde. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je me casse, oui. Tu as évoqué rapidement tout à l'heure Arrête 3, au niveau de la saison 2, il y a... Alors, la saison 2 d'Arel 3, qui arrivera donc manifestement après Tesla. Non. Alors, ce qu'il faut savoir, donc Arel 3, c'est donc une saison qui, en vrai, d'une certaine manière, peut être envisagée comme un épisode pilote. Parce que si vous mettez tout bout à bout, ça fait 45 minutes, ça fait à peu près la durée d'un pilote. Comme je l'ai autoproduit, et que je voulais faire ça propre, en fait, ça a été fait dans un seul décor, qui est donc la fameuse pièce d'Arel 3. Mais la suite se passe pas que dans cette pièce. La suite, il se passe des choses à l'extérieur, dans le... Non, je ne veux pas spoiler. Est-ce que je peux spoiler la saison 1? Oui, c'est bon. Donc, il se passe dans... Hein? Ah putain, je croyais... C'est le téléphone qui a... Putain, je croyais... Qu'est-ce qui lui arrive? Mais je me suis dit, peut-être c'est un message pour me dire non, spoil pas. Mais pourquoi Pika? D'accord. Donc, en gros, voilà, il y a des trucs qui vont se passer dans le monde réel. Et voilà. Et à partir de la saison 2, pour le coup, de la saison 2 à la saison 5, dont les arcs sont déjà écrits, je voulais pas rentrer, je voulais pas risquer l'incompréhension que des gens ont pu avoir avec Lost, où c'est vrai qu'ils écrivaient au fur et à mesure. À mon sens, ils ont plutôt bien géré le truc. Moi, j'adore Lost, mais c'est vrai qu'ils écrivaient au fur et à mesure. Chaque saison, ils se disaient, bon, la prochaine, qu'est-ce qu'on va faire? Et il y avait J.J. Abrams qui disait, le truc le plus fou qui se passerait, ce serait ça, donc vous allez faire ça, démerdez-vous. Quoi? Ouais, démerdez-vous. Et c'était quasiment un exercice de style. C'est-à-dire, les gars, ils disaient, ce serait quoi le truc le plus dingue où les gens... Bah, on dirait que les mecs sont plus sur l'île. Mais il faut pas que le public le sache. Voilà. Et il partait à partir de ça, et du coup, ça a fait effectivement des twists qu'on sentait jamais venir, quoi. Donc moi, j'ai pas ce truc-là, c'est que moi, je sais exactement où va la série, comment ça se termine. Il y a une vingtaine de personnages en plus qu'on n'a pas encore vus. Et chaque saison est prévue pour faire 10 épisodes d'une trentaine de minutes à peu près. Donc inutile de vous dire que si ça se fait, ce ne sera pas sur YouTube. Voilà, ça, on peut être clair là-dessus. Et j'ai discuté avec pas mal de producteurs qui étaient intéressés, et producteurs qui m'ont fait ce... J'ai découvert ce que c'est que le monde de la production, c'est magnifique. Producteurs qui me disent, t'estimes que ça coûterait combien ta saison 2? Je dis, bah écoute, moi j'ai fait un truc vite fait au doigt mouillé, je pense que ça devrait coûter 700 ou 800 000 euros. Ce qui, pour 10 épisodes d'une demi-heure, c'est pas beaucoup, hein. Si vous êtes sur une production de télé, on est plutôt de l'ordre de 1,5 million à peu près. Ils ont dit, ouais, ok, ça on peut les mettre, il n'y a pas de problème. On peut lever de l'aide de la région, des machins, tout ça, on peut avoir des partenaires, ouais, on peut les mettre, 800 000 euros, il n'y a pas de problème, on peut 1 million, on peut y aller. Je dis, putain, c'est cool, ouais. Ouais, par contre, il faut que tu trouves un diffuseur. C'est-à-dire qu'il faut que je trouve une chaîne de télé qui le diffuse. Je dis, ah bon, bah oui, parce que eux, ils vont nous payer du coup 1,5 million. Je dis, mais si je trouve un diffuseur, j'ai pas besoin de vous. Et en gros, voilà, et puis la question après, c'est, mais est-ce que c'est pas un peu votre rôle de trouver un diffuseur? Genre, vous payez pour un pilote, on fait un pilote, vous le présentez à des diffuseurs, les diffuseurs disent, ah, c'est cool, ou bien non, c'est à chier, et puis voilà, et puis ouais, on peut faire ça aussi. Et ça, vous voulez le faire? Non. D'accord. Donc, et après, bon, après j'ai discuté aussi avec, plus sérieusement, j'ai discuté avec Netflix, ça c'était cool, qui sont pas intéressés. Netflix, ils m'ont fait une réponse, ce que j'appelle la réponse du directeur artistique de maison de disques. C'était à l'époque où j'étais musicien, que j'envoyais des maquettes. Et la réponse d'une maison de disques, c'est toujours la même, c'est « Bonjour, nous avons étudié attentivement ce que vous nous avez envoyé, nous vous en remercions. Malheureusement, ça ne correspond pas à ce que nous recherchons actuellement. Mais n'hésitez pas à l'avenir à continuer de nous envoyer des trucs. » Ce qui se traduit en « Ce que tu as fait, c'est de la merde. »
Mais on n'est pas à l'abri que tu fasses un truc génial. Donc continue de l'envoyer au cas où, on sait jamais. Parce que si jamais un jour tu cartonnes et que quelqu'un se rend compte que moi je t'avais dit non, je vais me faire virer. C'était une histoire qui est arrivée à propos de Pokémon, ça, justement. C'était Chaim Saban, qui faisait en France, à la base je crois qu'il est d'origine israélienne, mais il a vécu en France pendant des années, il faisait les génériques télé des dessins animés des années 80. Donc c'est lui, avec Shuki Levy, ils ont fait Goldorak, ils ont fait Ulysse 31, ils ont fait tout un paquet de trucs. Et le mec ensuite est parti aux États-Unis où il a créé une chaîne qui, je crois, s'appelle Rocket TV ou un truc comme ça. Le mec, c'est lui qui a créé Power Rangers. Avec milliardaire et tout. Enfin, il a un network, un broadcast network de malade. Le mec fait énormément de pognon avec des programmes pour enfants. Et un jour, il y a quelqu'un de chez Nintendo qui est venu voir quelqu'un dans sa boîte pour dire écoutez, on est en train de préparer un dessin animé Pokémon, est-ce que ça vous intéresse? Et le mec a dit non. C'est quoi vos machins dans des boules là qui se font de la bagarre? Non, écoutez, on n'a pas le temps pour ces conneries. Salut. Et il y avait eu un capital sur justement Saban où on lui disait est-ce que vous êtes déjà une fois passé à côté d'un truc énorme? Il dit bah ouais, une fois il y a un de mes collaborateurs qui a reçu un mec de Nintendo et qui a envoyé bouler Pokémon. Il dit qu'est-ce qu'il est devenu ce collaborateur? Il dit je sais pas, on l'a jamais revu. Donc les mecs essayent de se prémunir contre ça en disant ouais, continue quand même de nous envoyer ce que tu fais, on sait jamais. Ce truc-là, c'est France Télé aussi, qui m'avait fait une réponse fabuleuse. Ils ont fait d'ailleurs la même réponse à Superflamme à propos de Andrew Bennett, pardon, merci. Où ça a été proposé à France Télévisions. Pareil, et ils ont dit c'est bien, mais on a déjà un programme de SF. Faudrait surtout pas en avoir deux, hein, les gars. Je sais pas ce que ça veut dire. On a déjà un programme de science-fiction. Ok. Mais vous avez un quota de programme de science-fiction, ça? Pour moi, c'est un truc, ça n'a aucun sens. Pour moi, ça n'a aucun sens. C'est comme si les mecs m'avaient dit, mais attends, t'as un personnage, c'est un homme. On a déjà une série où un personnage, c'est un homme. Tu peux faire un truc avec, je sais pas, un chien? Non. Voilà. Et voilà, donc du coup, Arel 3 saison 2, pour l'instant, je suis en train de réfléchir à bosser avec des producteurs qui sont OK de faire le taf pour aller trouver un diffuseur. Et après, il faut être aussi clair sur un truc, c'est que, et je pense que du coup, si ça se fait, je l'annoncerai pas du tout, parce que si, mettons demain, aujourd'hui, je rencontre un producteur qui dit voilà, je mets 1 million, j'ai discuté avec Arte, avec France 5, avec Canal+, on s'en fout, c'est bon, tout le monde est OK, tout le monde a mis le feu vert. Entre ce moment-là, où on signerait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on serait d'accord sur tout, on signerait aujourd'hui, entre ce moment-là et le moment où ça sortirait, il se passerait 18 mois. Donc de toute façon, je ne vais pas l'annoncer tout de suite. Il y aura un what the cut avant. Partez de cette idée-là, d'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais bon, il y a Kaamelott le film qui va sortir aussi avant. 14 octobre, hein. 2020. J'ai l'ascenseur émotionnel. Quoi, dans 10 jours? Ah non. Mais ils ont pas fait de promo, ils sont complètement cons. J'ai vu une main se lever par là. Oui. Quand tu penses que l'univers va se finir par Alors, deux choses. Déjà, il va se finir bien après moi. Donc j'ai envie de dire... il va se finir bien après tout le monde. Hein, voilà. Moi, je vois bien... Alors, j'ai pas envie, mais je vois bien le truc qui finit par tellement s'étendre, qui refroidit et qui se passe plus rien. Je préfère l'idée qu'à un moment donné, ça se referme et puis qu'en gros, ça reboucle hein, sur un... Voilà. Après, il n'est pas interdit de penser qu'il se passe des trucs dans des trous noirs, on peut imaginer. On peut imaginer que dans un trou noir, il y ait un bébé univers, ce qu'avait imaginé Hawking. Comme on peut imaginer aussi que dans un trou noir, en fait, il y a une bibliothèque en 5 dimensions de la chambre de la fille de Matthew McConaughey. C'est pas plus con qu'autre chose, je regrette. Non, c'est pas plus con qu'autre chose, parce que rien ne nous dit qu'il n'y a que ça dans ce trou noir. C'est évidemment, il n'y a pas dans le trou noir, il n'y a pas juste la chambre de la gamine. Mais il y a tout dans l'espace et dans le temps, et dans cette 5e dimension qu'on appelle l'amour. Ça, c'était un peu limite, quand même. J'ai vu une main se lever. Ouais. Sur le bestiaire ou sur la vidéo sur le bestiaire? Sur le bestiaire. Oh putain, alors là je me rappelle plus. Parce que là pour le coup c'est vraiment technique.
En termes- Non, sur le format que tu Non, en fait, sur le format, ce qui se passe, c'est que ça rentre. Bon, là, il va falloir que je parle un tout petit peu des prochains projets. Donc, sur la chaîne, ça y est, mon studio est prêt. À part acoustique, pour l'instant, j'ai un portant sur lequel j'ai des draps qui pendent hors champ pour couper, pour casser un peu le son. J'ai pas encore un vrai truc acoustique, mais j'ai un studio dans lequel je peux tourner maintenant. Et donc, ce que je fais, c'est que plutôt que de bosser 3 semaines sur une vidéo, la sortir, et après il se passe plus rien pendant 6 semaines, ce que je fais, c'est que je suis en train de préparer un paquet de vidéos. Donc là, pour l'instant, j'en ai déjà écrites qui sont prêtes à tourner, j'en ai écrit 14. Je vais essayer de monter jusqu'à 20, j'aimerais bien aller jusqu'à 20. Donc déjà, je finis toute la série sur les sens humains. J'ai écrit donc sur le trou noir, c'est en 2 parties. Vu le nombre de pages, ça devrait faire 1h30, je pense. Le Big Bang, c'est en 3 parties. Ça devrait faire 2h30. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un flash. J'ai un flash sur un mec qui s'appelle Edwin Goodwin. J'adore ce gars. C'est le gars qui a essayé de faire passer une loi dans l'Indiana pour que pi soit égal à 3,2. C'est une histoire vraie. Et ça a été voté à la Chambre des représentants. C'est au Sénat que ça a été retoqué. Parce qu'entre-temps, il y a un prof de maths qui allait voir les sénateurs en disant bon, attendez, je vais vous expliquer pourquoi vous allez tous passer pour des gros cons si vous signez ça. Le mec, en fait, il pensait qu'il avait trouvé une solution à la quadrature du cercle. Alors, la quadrature du cercle, c'est quoi le principe? Il y a 2 versions. La version initiale, c'est de dire si on a un disque qui fait une certaine surface, est-ce qu'on peut construire un carré qui fait pile la même surface? Aujourd'hui, n'importe quel collégien est capable de dire bah oui. Si je prends un cercle qui fait 1 de diamètre, du coup sa circonférence, bah, c'est oui, parce que ça marche aussi avec les circonférences. Donc sa circonférence c'est pi fois 2 fois le rayon, donc ça fait pi fois le diamètre, donc ça fait pi. Et ben il suffit que le carré, chaque côté fasse pi sur 4, et puis ça y est. Effectivement, ça marche. Sauf que c'est pas ça la règle. Il y a une règle du jeu. Il faut faire ça à l'ancienne. Ça veut dire qu'il faut faire ça en ayant uniquement un compas et une règle non graduée. C'est géométrie d'Euclide, hein, ça rigole pas. Et ça a été démontré au 19e siècle, en 1880 je crois, que c'est pas possible. On ne peut pas, c'est pas possible. Hein. Et le gars, lui, il se dit, bah si, j'ai réussi. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il a trouvé qu'il y avait un rapport. Vous pouvez, dans un cercle, si vous prenez 2 points, vous pouvez soit tirer un trait droit, c'est ce qu'on appelle la corde, soit faire l'arc de cercle, du coup, c'est l'arc de cercle. Et il a dit, entre une corde et un arc de cercle, il y a un rapport de 7 sur 8. C'est-à-dire que si la corde fait 7, l'arc de cercle fait 8 pile. Ce qui est faux. Et le mec s'est dit, si je prends un triangle rectangle, isocèle, j'ai un angle droit, 2 côtés qui font la même longueur, si chacun de ces côtés fait 5, l'hypoténuse fait 7. Ce qui est faux. Et donc, c'est-à-dire que ce triangle-là, si j'en mets 4 comme ça, je peux faire tout le tour complet, et avec les arcs de cercle, je fais un cercle complet, et donc du coup, je me retrouve avec un truc qui fait 5 et 5 de diamètre, donc ça fait 10 de diamètre, et le tour c'est 4 fois 8, ça fait 32. Donc, comme c'est le diamètre fois pi, donc ça fait 10 fois quelque chose fait 32, eh ben, pi ça vaut 3,2, je sais pas pourquoi vous vous emmerdez avec des 3,14 je sais pas quoi depuis des années. Et comment le mec a calculé ça? Le mec il avait une règle graduée. Et il voyait qu'en gros, son triangle quand ça fait 5, eh ben, en gros ça fait 7 l'hypoténuse. Bah, c'est bon. Et puis pour calculer l'arc de cercle, il prenait sa règle et il la faisait tourner le long de l'arc. Il a dit ouais ça fait 8. J'ai dit qu'est-ce que vous vous emmerdez tous? Et c'est vrai que si vous faites Pythagore, parce que le mec a quand même, il partait quand même du principe que Pythagore c'était faux aussi. Hein. Et c'est vrai que Pythagore, si vous avez 5 et 5, ça fait racine de 50. 7 c'est racine de 49, donc c'est vrai qu'on n'est pas loin. Mais on s'en fout de pas loin. Les mecs ils calculent des millionièmes de décimales de pi, c'est pas pour être pas loin quoi. Ça me rappellera toujours, c'est en maths sup. J'étais en maths sup, on était en train de faire une expérience de chimie, on était en binôme et j'étais avec un gars, et il fallait faire tomber des gouttes de 0,2 millilitres dans un truc, et noter à quel moment il y avait un précipité qui apparaissait, on mesurait le pH et tout. Et à un moment donné, le mec à qui j'étais, il a foiré, en fait, il a ouvert la pipette, il y a tout le truc qui est tombé, genre, comme ça. Prof qui était à côté qui fait, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi t'as fait ça?
Et l'autre, qui était une grande gueule, qui répond, prof, bah, c'est pas très important, de toute façon, ce qu'on fait, c'est qualitatif, c'est pas quantitatif. On prenait des mesures de pH tous les 0,2 millilitres, et l'autre lui dit, c'est qualitatif. Et je me rappellerai toujours le prof qui, à ce moment-là, fait connard. Et c'était pas du tout l'ambiance, hein. Je veux dire, le prof, c'était pas du tout le genre. Hein. Et ça, il l'a regardé, il fait connard. Et moi, j'étais mort de rire. Je sais plus de quoi je parlais, du coup. De quoi je parlais? La quadrature du cercle, voilà. Et donc, du coup, en fait, ce gars dépose un brevet disant que pi, ça vaut 3,2. Et il va voir donc le Capitole, enfin l'équivalent du congrès de l'Indiana, en leur disant, vous savez quoi? Si vous le passez comme une loi, je vous autorise à l'utiliser dans l'Indiana sans payer de royalties. Et c'est ça qui a chauffé les mecs. Les mecs ont dit, on le vote. Oblige, on le vote. Attends, tous les autres États, ils vont payer comme des cons. Et le mec l'a breveté. Et en plus, le mec, il se pointait en disant, regardez, ça a été publié. Et son article avait été publié dans le American Mathematical Monthly, donc un truc sérieux. Donc le mec se dit, putain, en plus ça a été publié. Le mec il pitait rien à ce qu'il racontait. Tu vois. Et le truc, et après on se posait, mais comment ça a pu être publié dans ce truc-là? Ça a été publié dans le courrier des lecteurs. Cher journal, voilà, le mec il avait publié là. Bah, c'était publié dans le American Mathematical Monthly, qui est disponible en ligne. Hein. Et donc voilà, donc il y a un flash qui raconte cette histoire-là. Et ce qui est marrant, c'est que le flash dure moins longtemps que le temps que moi je vous ai mis à raconter. Et donc voilà, donc j'en suis déjà à 14 épisodes. Et il y en a un autre aussi sur l'électricité, où j'explique assez simplement, pour une fois, ce que c'est que l'intensité. L'intensité, ça va, c'est relativement facile à expliquer, mais la tension surtout. La tension, on galère toujours à expliquer. Oui, c'est une différence de potentiel. Déjà, c'est non, la tension, c'est pas une différence de potentiel. Dans les cas classiques, c'est le cas, mais c'est pas toujours le cas. Et puis surtout, une fois que tu m'as dit différence de potentiel, ça m'aide pas. Hein, différence de potentiel, je sais pas ce que ça veut dire. Si, ça veut dire qu'il n'y a pas le même potentiel en haut et en bas. Oui, d'accord, c'est une différence de potentiel. Mais ça m'aide pas. Et voilà, donc j'ai tout ça qui est en préparation. Je suis encore en train d'en écrire. Je pense que je vais essayer vraiment d'en tourner 20 d'un coup. Après, je vais les monter d'un coup. Titre aussi, ceux-là. Et puis après. Et l'idée étant que voilà, quand je vais pouvoir relancer les vidéos, je vais pouvoir en sortir quasiment une par semaine pendant 6 mois, quoi. C'est ça l'idée. Relancer la chaîne, qu'il y ait des choses. Et pas qu'il y ait une vidéo qui sorte et que les gens disent. La prochaine, c'est quand? C'est dans 2 ans? Non, non. Il faut reprendre un rythme normal. Et donc, dans la vidéo... Et donc, ce qui se passe, c'est que du coup, les épisodes sont complexes. C'est-à-dire que, typiquement, l'épisode sur le trou noir, dans l'épisode sur le trou noir, il y a 2 la preuve par Dieu, en fait. Et donc, dans l'épisode sur le Big Bang, il y a une partie sur le bestiaire des particules. Quand on arrive à l'ère des particules. C'était ça la question de base. Je pars vexé. Oui. Non, on ne me verra pas dans le film Kaamelott. À mon grand regret. Mais par contre, Kaamelott, qu'est-ce que je peux en dire? Il y a un truc que j'ai le droit de dire. C'est que moi j'avais fait promettre, à l'époque où on faisait l'exoconférence, j'avais fait promettre à Astier que je pourrais assister à une partie du tournage. Et il s'est pas démonté, il m'a invité à une journée de tournage. J'ai absolument rien le droit de dire de ce que j'ai vu. Je me suis spoilé plein de trucs comme un gros con. Parce qu'apparemment, je sais pas ce qui est arrivé. Il m'a dit en plus, il m'a dit, je suis con, j'aurais dû te faire venir un autre jour. Je dis pourquoi? Il me dit parce que là, on est en train de clôturer plein de trucs de ouf. Du coup, j'ai vu plein de scènes de ouf, dont j'ai pas le droit de parler. Et puis tant mieux, parce que là, vraiment, ce serait du spoil dégueulasse. Ce que je peux dire, déjà bon, c'est un vrai, pour le coup, on est sur du vrai tournage cinéma. C'est-à-dire que les décors, on était sur un studio, je sais pas, le décor, il faisait 500 mètres carrés. C'est-à-dire que le plancher du décor était à 3 mètres du sol, tout monté sur des trucs de bois, enfin c'était énorme. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un truc où c'est dégueulasse, il y a du bois de palette, des machins, des scotch de partout, on passe une porte et on est dans un château. Et c'est vraiment, vraiment magnifique, voilà. J'ai rien, je peux même pas vous dire qui y avait. Si, il y avait Astier, voilà. Lui, il était là, voilà. Ouais.
Alors, dans l'épisode JDG pour les 10 ans, pour l'instant, moi je suis pas au courant. En tout cas, je sais pas s'ils ont prévu un truc, je sais pas s'ils ont commencé à l'écrire, à le tourner, tout ça, je ne sais pas. En tout cas, moi je suis pas informé, donc a priori, j'en suis pas. Voilà. Et s'ils le font, s'ils invitent plein de gens et qu'ils m'invitent pas, je serai éternellement vexé. Est-ce qu'on verra dans What the Cat 38? Si je suis encore en vie à ce moment-là. Non, très sincèrement, j'en ai aucune idée. A priori, je serais plutôt tenté de dire non. Je pense pas. Je sais pas où il en est, moi, la dernière, parce que ça fait quelques temps que j'ai pas eu Antoine. La dernière fois que je l'avais eu, il commençait à avoir quelques idées un peu précises qu'il avait envie de poser. Mais je sais pas s'il a écrit l'épisode, s'il est en train d'écrire l'épisode, si l'épisode est prévu, s'il commence la pré-prod. J'en ai aucune idée. Je sais juste qu'à un moment donné, je discutais avec lui, qui me disait que ça commençait à le retitiller, mais je parle de ça, c'était il y a peut-être un an hein, déjà, et que ça commençait à le retitiller, mais que voilà, après ce qui se passe, c'est qu'Antoine, il est à son rythme, c'est con de le dire comme ça, mais c'est une réalité, c'est-à-dire qu'il ne va pas se presser de le faire simplement pour que ça sorte plus vite, d'autant qu'il sait très bien que maintenant, c'est-à-dire que voilà, je crois que le dernier, il est sorti il y a 3 ans, ou un truc comme ça, ou il y a 4 ans. Donc il n'est pas à un an près. Non mais c'est vrai, c'est-à-dire que c'est pas comme s'il fallait qu'il sorte un truc avant la fin de l'année parce que sinon c'est mort et donc du coup il se rush et tout. C'est-à-dire que là maintenant si ça prend 50 plus, ça prendra 50 plus, il s'en colle je pense, vraiment. Il a envie de le faire bien et j'ai aucun doute sur le fait que s'il le fait, ce sera bien. Ce sera sans doute énorme, je pense. Je pense que là on part pas sur un épisode de 20 minutes où il monte 3 vidéos à la con d'un mec qui pète de la peinture sur un tableau ou de voilà. Ce sera un gros machin. Titre. Ça aurait bien marché avec le ça va être énorme. Ouais. Le joueur du grenier avait fait en bonus de leur DVD une vidéo pour parodier les comporte Super Robot. Alors, il m'avait prévenu. Il m'avait pas demandé ni rien, mais il m'avait prévenu. Il m'avait dit oui, alors voilà, j'espère que tu prendras pas mal, mais on a parodié plein de chaînes, on a parodié aussi ta chaîne. Putain, alors moi déjà, pour prendre mal un truc de JDG, il faudrait vraiment qu'il aille loin. Et pour le coup, franchement, je trouve que toutes ces parodies étaient parfaites. Je trouve qu'elles étaient parfaites. Il y a notamment le fait que d'un coup il se retrouve dans la forêt. C'était vraiment. Il en avait fait une qui était super. Ah putain, je sais. Parce qu'il y a, du coup, il y a eu 2 vidéos maintenant. Il y a une deuxième qui est sortie où il fait Amixem. Amixem qui est fabuleux. Avec le sourcil et avec les zooms là, du coup, au final il a la chair. Tu arrêtes avec tes recadrages là, c'est chiant. L'autre qui fait du vélo là. Non, voilà, McFly Carlito. C'est tellement parfait. Elle est tellement exceptionnelle celle-là. Non, c'est vraiment, mais ils sont tellement bons, j'allais dire les deux, mais ils sont plus que deux, quoi. Parce qu'il y a Fred et Seb, déjà, ils sont très bons, il y a Nico qui est très bon aussi, il y a Karim aussi qui bosse avec eux, et il y a Sean Geek pour les costumes, il y a Sorina aussi pour les illustrations, parfois, et c'est... Moi, JDG, vraiment, je me dis, ça fait 10 ans, je pense que c'est les seuls à avoir réussi à durer aussi longtemps. Balèze quand même. 10 ans c'est long quand même. Et en réussissant à se renouveler sans changer non plus leur formule. C'est rare, parce que vous prenez parmi les plus anciens, vous allez avoir Link the Sun. Link the Sun, il a quand même vachement fait évoluer sa chaîne. C'est-à-dire même si, en réfléchissant, vous prenez Non mais t'as vu ce que t'écoutes, c'est un programme qui existait déjà au tout début de sa chaîne, mais ça a vachement évolué par rapport à ça. Pendant quelques années, il n'y en a plus eu, puis d'un coup, il a complètement changé le truc. Et il a fait les 50-50, il a fait les parenthèses, c'est-à-dire qu'il a fait évoluer. JDG, ça reste du JDG. Le format évolue un peu parce que, bon, au bout d'un moment, juste jouer en disant « Ah, ils ont pris de la drogue !» Voilà. Mais c'est-à-dire qu'ils arrivent. Moi, il y a quand même un truc qui m'a fasciné, c'est leur pub NordVPN. Les mecs, ils ont inventé un personnage de Captain NordVPN. Mais c'est-à-dire que là où c'est dingue, c'est qu'ils ont réussi à faire un truc qui est que maintenant, non seulement tous leurs JDG sont sponsorisés, mais les gens attendent le sponsor.
Les gens veulent voir, les gens zappent toujours le générique, mais veulent voir la pub. Et je sais pas combien ils ont été payés par NordVPN pour ça, mais quel que soit le montant, je sais qu'ils n'ont pas été assez payés. Un truc comme ça, c'est-à-dire une pub de quasiment 1 minute, que les gens ne vont pas zapper, qui n'est pas une pub en pré-roll qu'on peut zapper de toute façon avec AdBlock ou quoi que ce soit, c'est que les gens vont la voir. Les gens vont avoir envie de la voir. Les autres youtubeurs vont avoir envie de dire ma vidéo n'est pas sponsorisée par NordVPN. S'ils ne sont pas sponsorisés par NordVPN. C'est une pub qui est fabuleuse. Un truc comme ça, sans déconner, sur le marché du sponsor YouTube, c'est un truc qui vaut 25 000 euros. Ça m'étonnerait qu'ils aient touché 25 000 euros. J'ai aucune info, mais je pense qu'ils ont dû prendre entre 5 et 8 000 euros. Ce qui n'est pas assez du tout. C'est pas du tout. Entre 5 et 8 000 euros, c'est le prix sur leur chaîne pour dire cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Et puis à la fin de la vidéo, ouais, si vous cherchez un VPN, il y a NordVPN. Et si vous avez le code, vous payez que 3 balles pendant je sais pas combien de mois, et puis voilà. Voilà, ça c'est normalement. Les mecs, ils ont fait un costume. Costume, exactement comme ils avaient fait Captain Chiant. Je vais repartir à pied, beaucoup plus chiant. Le Captain Chiant, il était magnifique. Et il y a des gens qui ont suivi ce qui s'est passé avec David Goodenough ou pas? Bon, vous voyez déjà qui est David Goodenough. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelques temps, ils avaient fait une vidéo sur un jeu qui s'appelait, je crois que c'était à l'époque, c'était Anti-Terror Force. Je crois que c'était le jeu. Non, c'était les experts. C'était Experts, voilà. Où dedans, et donc le jeu c'était naze, et quand ils arrivent au crédit du jeu, il y a un personnage qui s'appelle David Goodenough. Donc Goodenough, qui en anglais veut dire assez bien. Ils disent bah voilà, c'est tout. Et donc ils ont créé ce personnage David Goodenough. Chers visiteurs, je vous invite à retrouver Michel et Valérie Bavouille à la scène principale pour leur concert qui va bientôt commencer. En effet. Je vais peut-être aller faire un saut après. Et donc Seb qui est tout là et qui fait toujours oh ça va, c'est pas si mal. Voilà. Et ce personnage est devenu un personnage récurrent, c'est devenu un mème qui a été utilisé par PewDiePie. C'est-à-dire que Seb aujourd'hui est plus connu dans le monde que Fred. Mais il y a un site officiel qui reprend les développeurs de jeux vidéo, tout ça, où le vrai David Goodenough, il y a son CV, ils ont mis la photo de Seb dessus. Le truc est allé beaucoup trop loin, à tel point qu'il y avait une photo où Marc Hamill était comme ça. Et les mecs ont dit hey, c'est David Goodenough, et lui il était là, c'est qui David Goodenough? C'est le truc qui allait super loin. Et ça, c'est des cadeaux qu'ils font au monde. Ils disent, oh, ça fait plaisir. Ok. Voilà, David Goodenough. Les mecs, ils fabriquent des mèmes mondiaux. Ils n'en ont rien à foutre. Le pire, c'est qu'ils en ont rien à foutre. On va peut-être prendre une dernière ou une pénultième question. Oui. Alors, pour le The Event, en fait, bon, moi, j'ai pas été invité, tout simplement. Alors, c'est pas Zerator, je le connais un petit peu, mais pas plus que ça, je le connais un tout petit peu. Bon, clairement, l'événement en question, le but, c'est de rassembler des grosses communautés, pas que. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas des grosses communautés sont des potes de Zerator dans la durée, des gens qui streament depuis des années, tout ça. On va être clair, c'est que moi, sur Twitch, je suis un très petit streamer. Je suis pas un petit, je suis pas genre, entre guillemets, un type lambda qui montrait son Twitch, qui prévient personne, qui a 4 followers, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, quand je cartonne sur Twitch, allez, on monte à 400 spectateurs. Ça c'est quand je cartonne, c'est bien. Moi, à la base, si j'ai lancé Twitch, c'était pas juste pour avoir un canal de plus, c'était parce que Twitch c'était un canal sur lequel je pouvais échanger avec les gens. Sur YouTube, c'est plus possible, il y a trop de commentaires, machin. Twitter, de toute façon, c'est juste au bout de 2 tweets, tout le monde s'insulte. Tu veux rigoler si tu vas sur Twitter et tu dis Greta Thunberg, j'en pense ni du bien ni du mal. Tu vois, c'est neutre, tu vois. J'en pense ni du bien ni du mal. Tu vas te faire défoncer. Par les deux camps. Comment tu penses pas que c'est une grosse connasse? Comment tu penses pas que c'est le Messie?
Bah non. Et voilà, donc si tu veux Twitter. Et donc, moi j'avais besoin pour moi, là où je peux avoir un rapport direct avec les gens, c'est typiquement dans son environnement. Mais par exemple, Japan Expo, c'est pas possible. Japan Expo, d'un coup, c'est des salles de 2000, sinon c'est pas possible. Donc voilà, c'est des trucs comme ça. Ou alors sur Twitch. Et ce qui est marrant, c'est d'ailleurs Twitch, en général, c'est au début, je commence par discuter avec les gens. Donc là, ça peut monter à 400, ça peut monter même à 500 personnes. Et je dis, bon allez, je vais lancer un jeu vidéo. 140. Et donc voilà, et donc Zerator, il n'y avait pas spécialement de raison, je pense qu'il n'y avait même pas de raison qu'il pense particulièrement à moi pour The Event. Après, moi j'ai relayé de mon côté sur Twitter, j'étais en live avec Maillard, j'ai relayé sur le live de Maillard en disant j'en faites un nom, puis revenez. Vous n'êtes pas obligé de regarder, on s'en fout. C'est pas pour avoir 24 heures de GeoGuessr, on s'en tape, hein, franchement. Mais voilà, et n'empêche, les mecs ont battu un record historique. Enfin, les mecs et les nanas, c'est une façon de parler. Ah merde. Bref. Ils ont battu un record historique, c'est le plus gros montant gagné au niveau monde pour un marathon caritatif. 3,5 millions d'euros. Avec Kameto. Kameto qui avait dit ouais, si on dépasse tel montant, je rentre à vélo. Sachant que le truc était à Montpellier et que le mec habite à Marseille. Évidemment, ça a été dépassé, le mec est rentré à vélo. Kameto, que je connaissais pas du tout, mais qui a eu le plaisir de se faire swatter le même soir que moi par la même team. On s'est fait swatter tous les deux. Et voilà. Et je lui dis, mais toi c'était aussi raciste un peu comme ça? Il me dit, non, moi ils m'ont juste menacé de mort. Je dis, ça va alors. Ça va alors. Parce que moi c'était un peu violent, raciste, vénère, mais c'était pas menacé de mort. Ils m'ont dit qu'ils allaient me tabasser, quoi, juste. Donc, voilà, tranquille. Et je dis, mais sinon toi t'as porté plainte? Il me dit, non, ça sert à rien tout ça. Je dis, moi j'ai porté plainte. J'ai porté plainte. Et le mec, on a ça à te retrouver. Je croise les doigts. Le mec doit pas s'attendre, le mec, pour lui, ça devait être une vaste blague. Et en fait, moi, c'était un truc que je savais pas. C'est parce que moi, ça m'avait un peu vénère. Et donc, je me suis dit, moi, j'espère que les flics vont prendre ça au sérieux. Et les flics disent, t'inquiète pas, on prend ça très très au sérieux. Les mecs, quand j'ai ouvert la porte, il y avait 9 flics de la BAC avec des chiens et 2 mecs qui me visaient au taser. Genre, bonjour. J'ai tout de suite eu le réflexe de bien ouvrir la porte en grand pour qu'ils voient qu'il n'y avait pas un mec qui me menaçait ou quoi que ce soit. Je fais bonjour, vous voulez rentrer prendre un café, quelque chose? Au final, donc on a réussi. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, il y a 2 flics qui sont revenus 1 heure après en patrouille pour savoir s'ils avaient eu des infos en plus, ce qui était le cas, puisqu'entre temps, j'avais remis le live, donc il y a des mecs qui l'ont revendiqué et tout. Et donc il y a 2 flics qui sont revenus. Donc il y avait un mec qui devait avoir une quarantaine d'années et la meuf qui avait 23 ans. Je sais que c'est 23 parce qu'elle l'a dit. Donc ils sont rentrés dans mon bureau du coup pour que je leur montre les copies écran, des trucs, etc. Et le flic, lui, il a juste regardé mon mur où il y avait tous les jeux NES. Et je vous jure que c'est vrai, le mec commence à faire Life Force. C'était la suite de Gradius, mais c'est vrai qu'on pouvait jouer à 2, c'était beaucoup mieux. Tortue Ninja, qu'est-ce que j'en avais chié pour passer le niveau barrage sans perdre une vie. Heureusement, avec le code Konami, on avait plus de 2 continus. Kid Icarus, la musique, le mec m'a fait la liste comme ça. Je dis, je vois que j'ai affaire à un connaisseur. Il connaissait la ref, voilà. Et il y a la fille qui elle avait 23 ans, j'avais vu une cartouche NES, donc elle savait pas ce que c'était, mais qui voit les trophées YouTube, qui se retourne vers moi et qui me fait, vous connaissez Squeezie? Je dis, oui, non mais elle me fait, non mais en vrai, vous le connaissez en vrai? Je dis, ouais. Il est comment en vrai? Il est hyper sympa. Ça m'étonne pas. Et Cyprien, vous le connaissez? Oui, Cyprien, je le connais aussi. Il est comment en vrai? Pareil, il est hyper sympa. Il est assez dans la retenue, tout ça. C'est pas du tout une grande gueule, il est machin. Voilà. Ça m'étonne pas. Et elle commence à dire, je vais vous arrêter en fait. Globalement, les mecs qui font du YouTube depuis quelques années, je les connais un peu tous, plus ou moins. Je dis, Antoine Daniel, c'est un grand copain. Elle fait qui? Je dis Antoine Daniel, Mathieu Sommet, non? What the Cut, salut les geeks? Et elle se retourne à l'autre, elle fait non, ça doit plutôt être sa génération à lui. Chers visiteurs, en scène principale se déroule actuellement le concert de Michel et Valérie Barbouille. Je vous invite à aller redécouvrir les génériques des dessins animés de votre enfance. Bonne journée. En 80 jours, c'est un pari qui me fait pas. Non, vous l'avez ou pas? Parce que là, je suis poussé à la chanter comme un con.
sinon, vous allez entendre aussi Jeanne et Serge. Rendez-vous au club. Oh, merde. BCBG. Oh là là, vous êtes tellement des faux. Il y a un ordinateur et une télé, je peux pas faire un karaoké. Non, ça va aller. Voilà, je crois que c'est l'heure en plus. Pour le... J'ai encore quelques Tu minutes. peux gratter 10 minutes. Ah mais moi je peux gratter même 1 heure si vous voulez, mais c'est pas s'il y a peut-être des gens qui veulent aller au concert. Bon, on dit qu'à partir de maintenant, ceux qui ont d'autres choses à faire, vous pouvez vous lever, vous barrer, je vais pas me vexer. Voilà. On prendra quand même vos noms. Du coup, putain, on a tellement digressé que je sais plus ce que je voulais dire. Ah, c'est vrai. Oui, on parlait du swatting, on va parler d'autre chose. Donc voilà, donc The Event, c'était très très bien. Et moi en plus, comme j'avais déjà fait des vidéos pour le Pasteur Don, je connaissais bien l'équipe de Pasteur, donc je suivais ça de loin aussi avec eux. Eux, ils étaient comme des fous. Le community manager était crevé, il voulait se coucher, mais il attendait la fin. Il était là à tweeter. À la fin, il tweetait n'importe quoi. C'est-à-dire que vous avez le compte Institut Pasteur qui tweetait des conneries à minuit. Truc qui est suivi par des chercheurs dans le monde et tout, en train de retweeter des mèmes dégueulasses. Déjà. Et c'était nimp, mais c'était un très bel événement. Très très bel événement. Les mecs, ils avaient plus de voix à la fin. Moi, je me rappelle, et moi, le truc qui m'a éclaté, c'est de voir sur le stream de Joueurs du Grenier, Squeezie qui se retrouve à jouer à Tintin au Tibet, à faire la descente là, de la montagne, là, en passant à gauche des trucs, et qui au début fait genre lol, etc. Et puis d'un coup, il y a son instinct de tryharder qui prend le dessus, et d'un coup, il devient sérieux, pendant qu'on lui parle, il fait Chut. Attends. Et il y était presque hein, à la fin, il y était presque. Après, ils ont dû arrêter pour saluer, pour machin de ça, mais il y était presque. Est-ce qu'on va prendre une dernière... Allez, on va prendre une dernière question. Ouais. Ah mais en vrai, on a plein d'infos sur Gérard. C'est juste qu'on a surtout des hypothèses. Alors, juste je précise, pour les gens qui n'ont pas la ref, Gérard, en fait, c'est-à-dire que moi, à un moment donné, dans la première partie de l'exoconférence, je parle de l'évolution. Et je dis qu'à un moment donné, on est passé des animaux qui vivaient sous l'eau aux animaux qui ont conquis la Terre et donc qui vivaient hors de l'eau. Et donc il y a bien eu un premier animal qui est sorti de l'eau. Et je dis cet animal, on ne connaît pas sa gueule, on ne connaît pas son nom, perso je l'appelle Gérard. Ce qui était genre lol, voilà. Il a un nom en latin à la con. Et globalement, ça ressemble à un espèce de grand tétard, quoi. Je veux dire, c'est ce que je dis d'ailleurs. Je dis, mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête pour sortir de l'eau? Sans doute pas grand-chose. Un gros lézard, quoi. Et donc on a des hypothèses. Mais c'est-à-dire qu'il existe encore des théories selon lesquelles la vie est apparue également sur Terre, indépendamment de la vie qui est apparue sous l'eau. Qui sont moins consensuelles, hein, ces théories. La théorie de base, c'est quand même les archées, donc des espèces de bactéries qui sont apparues sous l'eau et qui se sont complexifiées, etc., jusqu'à conquérir la Terre et les airs. Mais oui, Gérard, il y a eu beaucoup de... Gérard faisait beaucoup marrer. Et le truc, alors, ça c'est un des regrets que j'ai avec les conférences, c'est que la toute dernière qu'on a faite, c'était donc à Bercy. Donc pour vous situer à quel point c'est grand Bercy, quand j'ai commencé ma première partie à Bercy, il y avait 8000 personnes dans la salle. Quand j'ai terminé, il y avait 11 500 personnes dans la salle. La salle était allumée pendant mon truc, j'ai pas vu des gens rentrer. Il y a 3500 personnes qui sont rentrées, j'ai rien vu, tellement c'est grand. Et comme c'était Bercy, c'était pas rien, du coup il y a eu une vraie captation professionnelle avec des caméramans professionnels et tout, ce qui fait que j'ai une captation de cette première partie qui est ultra propre, avec le son qui est nickel, mixé et tout, avec un générique, Alexandre Astier présente, machin de ça, que j'ai pas le droit de montrer. Parce que pour le montrer, il faut l'autorisation de Accor Hotel Arena, donc de Bercy, et que je crois que cette autorisation c'est genre 20 000 balles, un truc comme ça. Donc je me dis, oh, non, ça va peut-être aller. Voilà. Mais il n'est pas interdit de penser que dans quelques années, le truc va être leaké. Ça va fuiter. Voilà, mais ça fait chier parce que comme c'est la dernière, c'est vraiment la version qui est la plus complète parce qu'il y a plein de blagues qui ont été rajoutées au fur et à mesure et tout. Et moi, ce qui me faisait vraiment marrer, c'était quand je dis non, l'évolution c'est pas fini, ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord? D'accord? Et quand je faisais ça, évidemment, ça faisait marrer les gens. Et un jour, c'était à Strasbourg, je me rappelle, c'était un histoire à Strasbourg où c'est arrivé, mais de nulle part, c'est un truc pur impro, où Jean-Christophe Imbert après m'a fait pas mal. Je dis mais tu l'avais préparé? Je dis non, c'est sorti tout seul. Je fais ce truc là, donc les gens commencent à applaudir, est-ce que c'est la vanne Francis Cabrel, genre.
Et d'un coup, je dis, bon écoutez les gens, je veux pas râler ni rien parce que vous êtes tous très sympathiques, mais enfin ça fait quand même un quart d'heure que je vous raconte des trucs de fou, que vous êtes là genre, ouais, les fraises garçons. Et là, hop, petite citation de Francis Cabrel, vous êtes là, ouais, Francis. Et franchement, quand je vois ça, je me demande, est-ce que ce monde est sérieux? Et ce truc-là, il est dans la version définitive, à la fin. Et voilà. Et vous pouvez pas le voir en complet. Je sais pas s'il est dans la version qui a été tournée, donc du coup, moi, celle que j'avais présentée, c'était Clermont-Ferrand, celle qui est sur ma chaîne. Mais voilà, mais par contre, c'était vraiment. L'exoconférence, c'était vraiment un truc. Mais en fait, moi, ça m'a donné une mauvaise idée de ce que c'est que traîner avec Alexandre Astier. Parce que ce qui se passe, c'est que c'est le rare projet professionnel d'Alexandre Astier où il n'a rien à faire, en fait. À part quand il est sur scène, il n'a rien à faire. Tout le monde bosse, tout le monde est là en train de poser les lumières, de vérifier le son, le machin. Il vient juste 5 minutes faire son essai micro en disant hey, ça va, vous m'entendez bien, ouais, c'est cool, allez, salut. Et après, il fait juste ses 2 heures. Ce qui fait que quand je passais la journée avec lui, on passait la journée ensemble. Oui, je sais. Je sais, il y en a beaucoup qui m'ont maudit, qui auraient bien aimé faire un Freaky Friday avec moi pour ce truc-là, mais non, voilà. Et donc, mais du coup, je me suis dit, hey, en fait, c'est cool, parce que quand être sur un projet avec Astier, on passe tellement de temps avec lui. Non, non, non. Sur Kaamelott, par exemple, il joue, il tourne, il écrit, il dirige les comédiens, il est en train de préparer le truc de demain, il vérifie que le truc de la veille s'est bien passé, sur que n'importe quel autre projet, il fait tellement 1 milliard de trucs qu'il n'a pas une seconde. Du coup, je sais la chance que j'ai eue, quoi. C'était un truc. Moi, j'aime beaucoup parce qu'il y a les rageux qui me disent ouais, tu mérites pas. Je suis d'accord, je mérite pas du tout. On est totalement d'accord, mais je l'ai quand même fait. T'as les boules ou pas? T'as les boules? Dis-moi, t'as les boules? T'es un peu salé ou pas? Hein? Ah. Je pleure des larmes de sel. Oui. Tu peux. Voilà. Est-ce qu'on a une toute dernière question? Alors attention, je vais tenter de répondre avec juste un mot. Ah, c'est facile ça. Non, hey, le truc, t'imagines? Non. Ouais. Que penses-tu de la panse permis? Ok, alors. Oui. Mais. Merci.